Votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sophie Coignard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, éditorialiste politique au Point, journaliste et auteur des Fauchetons dans le secret des conseils d'administration chez Fayard. 2 secondes, si on fait le lien avec l'actualité, on parle souvent le thème de la réforme des retraites, c'est un des sujets, c'est la réforme des régimes spéciaux, notamment des fonctionnaires, des cheminots. On en parlera rapidement, mais juste le lien, c'est que les grands patrons du CAC 40 ont aussi des régimes spéciaux qui sont très Oui. très enviables. Quand j'ai enquêté pour ce livre, mon idée était effectivement, comme vous l'avez dit, en le présentant que c'est un des derniers lieux de pouvoir dont on ne sait rien, donc j'avais envie de savoir ce qui s'y passait. Et une de mes premières découvertes, ça a été que finalement, les régimes spéciaux des grands patrons, votés donc par les conseils d'administration, sont évidemment pharaoniques et n'ont rien à voir en mieux avec ceux des cheminots ou des gens de la RATP. Après, l'argumentaire, il tombe facilement parce que d'un côté, c'est de l'argent public, de l'autre côté, c'est l'argent des actionnaires, l'argent Bien privé. sûr. Donc, c'est pas tout à fait la même poche non plus. Quand même un détail près, Ouais. c'est que cet argent, je veux dire, l'impôt sur les sociétés, normalement, devrait en récupérer une partie, qui n'est pas récupérée. C'est vrai. Que Mais les d'autre sommes en part- jeu, pour le coup, c'est pas ça qui fait qu'on aurait plus de déficit en France. Enfin oui, non, plus, mais c'est pas totalement de l'argent privé non plus. Oui. C'est un argent un peu plus collectif que cela. Ouais. Et puis la deuxième chose, et c'est ça qui m'a amusée, c'était, depuis toujours, moi, ce qui m'amuse, qui m'intéresse, et que je trouve intéressant à communiquer à mes lecteurs, c'est de leur montrer la différence, quelquefois mineure et quelquefois immense, entre le discours officiel et la réalité des choses. Je trouve que c'est toujours, le rôle des journalistes, c'est un peu ça. Et là, il est grand parce que quand même, tous ces conseils d'administration du CAC 40 exaltent, comment vous dire, le risque, en quelque sorte. Parce que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de sécurité. On vous explique qu'il faut prendre des risques, que le monde de l'entreprise, c'est un monde risqué où il faut conquérir des marchés, etc. C'est vrai au niveau de l'entreprise. Mais s'il y a des gens qui ne prennent aucun risque, ce sont bien les membres de conseil d'administration et les PDG du CAC 40. Car en effet, ça, les actionnaires, je pense, l'ignorent dans leur majorité. Pourtant, ils votent. Il y a des votes. Il y a le vote des émoluments des sûr. présidents Bien à sûr, l'Assemblée générale des actionnaires, non? rarissimement, ils sont entendus, comme vous le savez. Et pourquoi? Ils ont qu'à se rebiffer, les mecs, non? C'est ce qu'ils font de temps en temps. Mais souvenez-vous, quand ils se sont C'est que ça ne les dérange pas. Non, C'est qu'ils y trouvent leur compte. quand ils se sont rebiffés, laissez-moi vous expliquer. Allez-y. Quand ils se sont rebiffés, par exemple, en 2016, ils se sont rebiffés 2 fois. Ils se sont rebiffés contre la rémunération de Carlos Ghosn et contre la rémunération de M. Patrick Cron, qui était à l'époque, qui quittait Alstom, après en avoir vendu une partie à General Electric. Très bien. 2 crashs. Pardon? 2 crashs. Absolument. Ouais. Et donc, ils avaient finalement... Ils ont eu des creux. une sorte d'intuition qu'on n'avait pas tous ces administrateurs surpayés. C'est quand même intéressant à remarquer. Donc, à l'époque, c'était donc consultatif, le fameux say on pay, vous savez. Et donc, en Assemblée générale, une majorité s'est exprimée contre ces rémunérations assez pharaoniques dans les 2 cas. Et que dans ces cas-là, la loi prévoyait que le conseil d'administration se réunissait une nouvelle fois pour faire une nouvelle proposition aux actionnaires. Et devinez quoi? Eh bien, la nouvelle proposition, c'était la même chose que l'ancienne. Autrement dit, les conseils d'administration dans les 2 cas se sont littéralement assis sur l'avis des petits actionnaires. Donc, ce qu'on retient, c'est intéressant. C'est le royaume de la connivence, les conseils d'administration. Ça réunit une caste avec l'entre-soi, avec d'un côté les hauts fonctionnaires qui viennent pantoufler. Oui, c'est le mariage des hauts fonctionnaires et des héritiers, en quelque sorte. Et des héritiers, des patrons des boîtes du CAC 40 qui se retrouvent les uns les autres. C'est ça, en fait? C'est ça? Oui, alors, toujours pareil. Pas partout. Non, mais il y a évidemment des différences. Il y a des conseils d'administration où les gens s'expriment plus que dans d'autres. Parce que les dysfonctionnements sur Renault, sur Alstom, ils sont patents, ils sont manifestes, et voilà. Mais on ne met pas un peu tout le monde dans le même panier en ces cas-là en se disant, mais c'est... Écoutez, jusqu'à ce que Carlos Ghosn ait ses ennuis au Japon... C'était un dieu vivant. C'était un dieu vivant devant lequel le conseil d'administration se Était couché. prosternait comme un seul homme. Moi, l'histoire Carlos Ghosn est arrivée quand j'étais en plein milieu de mon enquête. Et j'avais déjà réuni un certain nombre d'histoires. Bingo, et là on se dit bingo. Mais que je trouvais fascinante, parce qu'on me racontait comment, effectivement, le comité des rémunérations, par exemple, était incapable de demander même à Carlos Ghosn s'il était rémunéré par ses filiales. Si, par exemple, Avtovaz, la filiale russe, lui versait une rémunération. Le président du comité des rémunérations n'en savait rien. Donc il faut bien voir que tous ces gens étaient absolument
couché devant Carlos Ghosn. Il y a des cas de figure très différents, comme je le raconte dans mon livre, dans les conseils d'administration. Les exemples d'endogamie comme ça, qui sont poussés à l'extrême avec des intérêts croisés entre les uns et les autres. Donnez-nous quelques exemples. Alors oui, il se trouve que, comment vous dire, en apparence, c'est pour ça que les fauchetons est, à mon avis... Oui, il y a un jeu de mots, effectivement. C'est mon éditrice qui l'a trouvé. C'est vrai, il touche, je vais lui rendre quand un hommage, c'est Sophie de Closet on qui l'a touche des trouvé. jetons de présence, Voilà. en fait. Donc, Alors on appelle, toujours dans le souci des apparences, depuis la loi Pacte, on n'appelle plus ça des jetons de présence. Alors on appelle ça des rémunérations d'administrateurs, c'est quand même beaucoup plus neutre. Mais la vérité, c'est que là encore, on m'a expliqué qu'on était passé de l'ombre à la lumière, que tout avait changé, qu'aujourd'hui, il y avait des règles de transparence. C'est vrai, c'est-à-dire que si vous ouvrez un rapport annuel, et moyennant le fait que vous soyez un peu habitué à les manipuler, vous allez trouver quelles sont les rémunérations des administrateurs, les modes de calcul des rémunérations des présidents et des directeurs généraux. Enfin, si vous n'avez pas mal à la tête avant la fin de la lecture, mais bon, vous allez trouver tout ça. Et en même temps, si j'ose dire, eh bien, on a juste habillé la connivence. C'est-à-dire, par exemple, vous n'avez plus le droit d'avoir des participations directement croisées. Je suis PDG du groupe A et administrateur du groupe B, tandis que le PDG du groupe B est administrateur du groupe A, et donc on s'entend bien et, ça, et tout le monde la ferme. Ça, c'est plus possible. Ah, c'est d'avancée, ça, mais non? C'est remarquable. Mais sauf que c'est totalement, évidemment, biaisé. C'est-à-dire que je vous prends un exemple tout simple. Bernard Arnault est un des actionnaires de référence de Carrefour. D'accord? Le groupe Bernard Arnault. Très bien. Et il se trouve que, par exemple, Thierry Breton, ancien patron d'Atos. Voilà, je vous parle... Quand j'ai fini mon livre, il était encore patron d'Atos. Désormais, comme vous le savez, il est commissaire européen. Thierry Breton, PDG d'Atos, autre groupe du CAC 40. Je cherche les liens. Attention, je suis suspendu à vos lèvres. Le lien, c'est quoi entre tout ça? Alors, il se trouve que Thierry Breton est en quelque sorte l'exécuteur testamentaire de Bernard Arnault. C'est-à-dire que si Bernard Arnault est amené à disparaître, c'est lui qui a le contrôle sur une société, d'ailleurs immatriculée en Belgique, la société patrimoniale de Bernard Arnault. D'accord? Donc, on peut dire que c'est un proche de Bernard Arnault, que Bernard Arnault lui fait confiance. Ce n'est pas abusif, n'est-ce pas? Bon, il se trouve que Thierry Breton est administrateur de Carrefour, et pas n'importe lequel. Il est le président du comité des rémunérations. Alors que LVMH est actionnaire de Carrefour. Le groupe Bernard Arnault, pas LVMH. Pardon, le groupe Bernard Arnault, la holding, est actionnaire de Carrefour. Gros actionnaire de Carrefour. Le numéro 2 de Bernard Arnault s'appelle Nicolas Bazir. D'accord? Nicolas Bazir, il est aussi administrateur de Carrefour, ce qui est un peu normal, puisque de toute façon, Carrefour il représente un des actionnaires. Très bien. Ça. Mais par ailleurs, Nicolas Bazir, devinez quoi? Il est administrateur d'Atos. Ah oui. Vous voyez? Donc, alors effectivement, avant, c'était assez simple. Il suffisait de regarder, c'était des participations croisées directes. Aujourd'hui, ce sont des participations au conseil d'administration plus indirectes. Et puis, alors, on a inventé sous couvert de déontologie, etc., on a inventé un truc formidable, ce sont les administrateurs indépendants. Donc l'administrateur indépendant, l'idée c'est qu'il ne doit représenter ni l'actionnaire, ni un banquier important, ni un fournisseur, ni etc. Et alors c'est bien ça, sur le papier? Sur le papier, c'est formidable. Et alors? Il y a un PDG du CAC 40, un peu plus ouvert que les autres, qui m'a bien expliqué, et c'est grâce à lui que j'ai pu commencer à enquêter, à comprendre. En fait, c'est de la connivence déguisée, parce que l'administrateur indépendant, c'est un copain, en fait, souvent. C'est-à-dire, il n'a pas de lien avec l'entreprise. Capitalistique. Mais elle a des liens amicaux. Pour reprendre l'exemple de Carrefour, par exemple, Alexandre Bompard, quand il est arrivé, a nommé de nouveaux administrateurs qu'il connaissait de longue date, avec qui il part en vacances, avec qui il fête ses anniversaires, etc. Qui sont des gens qui, en plus, ne connaissent pas forcément la grande distribution, donc qui ne vont pas être, comment vous dire... Un contre-pouvoir. Voilà, des challengers absolument terribles. Parce que c'est ça qu'on attend. Il faut peut-être rappeler ceux qui ne savent pas le rôle. Le conseil d'administration, c'est quand même là pour contrôler. Exactement. Ça réfléchit, ça phosphore à la stratégie, ça contrôle l'exécution de la stratégie. Voilà, et ça doit contrôler les comptes aussi, un comité d'audit qui doit contrôler les comptes. Donc normalement, c'est un contre-pouvoir. Et c'est présenté comme tel. Dans tous les gentils manuels sur les administrateurs, c'est présenté comme tel. Bon, la vérité que j'ai découverte est un petit peu différente. Et effectivement, on voit bien que, si vous voulez, il y a... On passe beaucoup de temps à s'occuper de la rémunération et du paquet du grand patron. Il y a une opération chouchoutage qui est incroyable. Et pour revenir à l'histoire des régimes spéciaux, vous voyez que l'opération chouchoutage, c'est effectivement la rémunération, mais pas seulement. C'est-à-dire ces gens ont des parachutes dans tous les sens. On nous dit que les retraites chapeaux, c'est fini depuis la loi Macron.
C'est pas vrai. C'est-à-dire que maintenant, c'est soumis à des conditions de performance. Je décortique dans mon livre les conditions de performance Elles ne sont pas dures à atteindre. et je démontre que c'est une blague la plupart du temps. C'est une blague, c'est-à-dire il suffit d'être juste moyen pour avoir 120% de ces conditions de performance. D'accord. Pas grand-chose à faire pour toucher le jackpot. Pas grand-chose à faire. Enfin, être moyen, entre médiocre et moyen suffit. Donc, on passe trop de temps en conseil d'administration à s'occuper des rémunérations du patron. Et en même temps, vous expliquez, c'est vraiment, c'est un peu excessif, non? C'est la réalité, vraiment. Mais enfin, je veux dire, ce pas des jugements de valeur, ce sont des faits. Je raconte dans mon livre comment, alors qu'Alstom allait très mal, le comité des rémunérations s'est réuni plus souvent que le comité de la stratégie, par exemple. C'est un peu étonnant quand même, non, quand il y a le feu à la boîte. Administrateur payé en moyenne, alors 60-70 000 euros par an pour 35 heures de boulot par an. Oui, ils font les 35 Et heures on peut par cumuler, an. on se dit qu'on peut cumuler en plus, c'est Oui, ça qui est bien bien. sûr. Et là, on se dit que c'est le meilleur job du monde. Vous donnez tous les noms de celles et ceux qui cumulent et Oui. on arrive vite à 300 000 euros facile. Oui, Hein. facile, assez Il faut facilement. qu'on Alors, change de job, vous et moi. Hein. oui, mais alors comment on va faire? Moi, je ne peux plus être cooptée, c'est fini, je suis grillée, mais vous pouvez peut-être tenter votre chance. Bon, et donc, on dit il y a plus de transparence, il y a les administrateurs indépendants, il faut mettre des administrateurs salariés. Tout ça, c'est du pipeau. Alors, c'est pas. Non, mais par exemple, les administrateurs salariés, c'est un excellent exemple parce que, effectivement, il faut vraiment faire des lois et plusieurs pour que les groupes du CAC 40 accueillent des administrateurs salariés. On y est à peu près. À part LVMH, Bernard Arnault, aujourd'hui, tous les grands groupes du CAC 40 ont donc, il y a été une avancée. obligés. On peut quand même aussi souligner les avancées. Oui, mais ces avancées n'ont jamais été du fait des conseils d'administration. Il a fallu, encore une fois, à la Schlag, plusieurs lois pour boucher les trous. Vous voyez pour boucher les trous dans la raquette. Et je raconte comment, entre les groupes et les syndicats, on est dans des espèces de deals. C'est-à-dire que les administrateurs salariés reversent pour la plupart leur jeton de présence à leur centrale syndicale. D'accord? La plupart du temps, ce sont des envoyés spéciaux des syndicats, puisque c'est en gros le comité central d'entreprise qui décide de qui on va emmener. Donc voilà. Et par exemple, la CFDT, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est quand même c'est une source de revenus intéressante pour elle. Donc on voit bien. Elle s'en cache pas. Mais non. Bien sûr qu'elle ne s'en cache pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a là une forme de deal aussi qui permet, comment on disait à une époque, un représentant patronal de mettre du lion dans les, dans les relations du beurre sociales. Dans les épinards aussi. Voilà, exactement. Ça fonctionne aussi, selon le dicton populaire. Et alors, quant à l'épargne salariale, j'en parle beaucoup de ces fameux, vous savez, représentants dans les conseils d'administration des actionnaires salariés. Ouais. Et enfin, là, heureusement, ils m'ont beaucoup aidé. Il y a dans des grands groupes, chez Total ou à la Société Générale, par exemple, il y a des gens qui m'ont bien aidé à comprendre et à décortiquer le système, qui fait qu'en gros, on veut bien de leur argent, ça on est très content, parce que ça fait un bloc de stabilité. Vous voyez, quand vous avez, pour un grand groupe du CAC 40, 4 ou 5 ou 6% de votre capital qui est détenu par les salariés, avec souvent des droits de vol doubles, etc. Alors c'est mieux que d'avoir des actionnaires étrangers, non? Mais c'est formidable. Sauf que, pourquoi ces actionnaires, à part Orange, Orange est à part, ils ont conquis leur droit de vote. Mais ces actionnaires n'ont pas droit à la parole. Donc il faudra en passer par la loi. Une fois de plus, il faudra en passer par la loi. Oui, ce sont les directions qui, en gros, votent pour eux. Donc, on voit bien que là encore... les faux jetons, finalement, c'est pas si mal trouvé comme titre. Et il n'est pas de vous d'ailleurs le titre. C'est ce que je disais, c'est mon éditrice. C'est pour ça que je ne me permettrai pas sinon. Bon, on vous a sous la main, évidemment, j'ai envie d'avoir votre grille de lecture sur ce qui s'est passé là, ces dernières heures. On a eu un Premier ministre qui a dissipé le flou. D'ailleurs, je trouve que dans l'exercice, il ne s'en est pas si mal sorti. On va après discuter sur cette bombe qu'il a sortie qui rend furibard et colère à la CFDT. Mais il a été plutôt clair et pédagogue, je trouve aussi. Non, vous ne trouvez pas? Moi, jusqu'au moment où il a prononcé le nombre qui tue, je 64, oui, je trouvais que c'était un excellent discours réellement, enfin, qui était à la fois, avec des accents de sincérité, avec de la clarté, comme vous le disiez, de la pédagogie. Comment dirais-je, des concessions qui sont des concessions réelles, un argumentaire qui est très bon, c'est-à-dire d'expliquer qu'il y a des tas de gens qui ne seront plus obligés de travailler jusqu'à 67 ans pour avoir la totalité de leur pension. Tout ça allait très bien. Il y avait effectivement un nombre
Le Maudire, pas nombre prononcer. 64. Voilà. L'âge pivot, on pensait que c'était sorti du débat, c'est revenu. L'âge pivot de 64 ans, malus avant, bonus après. Et là, on se dit, il y avait un seul allié syndical, la CFDT. Est-ce que c'est pas insensé, et là je cherche la stratégie, je cherche à comprendre la stratégie, encore une fois, d'Édouard Philippe, que de chercher à passer en force et de perdre, il a perdu pour l'instant, son seul allié potentiel. Alors, même si on voit ce matin que Bruno Le Maire, Gérald Darmanin disent « Oh là là, tout ça est négociable », encore une fois, on se demande s'il n'y a pas un début de marche arrière déjà là. Vous en pensez quoi alors? Bien sûr. La Alors, stratégie moi, est insensée. voilà, enfin, je pense qu'il y a deux manières d'analyser. Enfin, je vois deux petits morceaux d'explication, parce que je suis tout aussi sidérée que vous, complémentaires. Le premier, il tient au caractère d'Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe, il a, pour moi, les 64 ans d'aujourd'hui, ce sont les 80 km/h d'hier. Autrement dit, il y a un La certain... limitation sur les, Voilà, souvenez-vous. sur les routes secondaires. Enfin, dont comment dirais-je, le rôle dans l'exaspération des Gilets jaunes a été considérable. Ouais, même s'il était motivé À pour des l'époque- raisons d'accident Mais c'est pas- qui mais les rationnellement... mais les 64 ans sont motivés aussi, Ouais. c'est ça que je veux vous dire. C'est pour ça que je fais cette analogie. 80 km/h, ça permettait moins de morts et de blessés sur les routes. Donc, Édouard Philippe, Et il n'a pas lâché jusqu'au droit dans jour... ses bottes. Et il n'a pas lâché et il a mis très longtemps. Ouais. Il a fallu que ce soit Emmanuel Macron qui, dans un des grands débats auxquels il participait, dise oui, on va pouvoir y revenir. Ouais. Donc on voit bien qu'il s'est agrippé pour de bonnes raisons objectives. Aujourd'hui, les 64 ans. Les 64 ans, c'est une, comment vous dire, cette histoire d'âge d'équilibre et d'âge pivot, c'est une vraie, comment dirais-je, c'est un vrai mantra de droite. Ce que je veux dire, c'est que la droite a toujours été marquée politiquement par l'idée qu'il faut un équilibre budgétaire, ce qui n'est pas, reconnaissons-le, ce qui n'est pas totalement délirant, hein, et ce qui a une vraie Ça peut se défendre. Voilà, ça peut se défendre. Ça a une vraie rationalité, une vraie cohérence. Et effectivement, Édouard Philippe dit, si vous réécoutez tous ses discours, il dit toujours la même chose. Il n'a jamais varié Il n'a là-dessus. jamais varié. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Il dit toujours, écoutez, regardez nos voisins européens, regardez la démographie, c'est une évidence qu'il va falloir travailler plus. Simplement, il ne fallait pas dire 64. 64, c'était... Enfin, il aurait dit 63, ça aurait été pareil. Hein. Mais il ne fallait pas dire. Il ne fallait pas dire ni 63, ni Donc, 64. il ne fallait pas faire du paramétrique, encore une fois. Bien ça. sûr. Et d'ailleurs, quelle est pardon. la stratégie, c'est quoi? Encore une fois, parce que là, on va clairement au bras de fer. Tout ça va se durcir, on le voit bien, la CFDT, CFTC, tout le monde est réuni, Front syndical uni, comme depuis 2010, on n'a pas vu ça. Donc voilà, c'est quand même, ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy de passer non plus sur la retraite, vous me direz. Mais comment ça se termine? Parce qu'on est dans une logique de rapport de force. On a la CGT ce matin qui nous dit, mais il n'y aura pas de trêve à Noël, quoi. Alors, moi, enfin, là, pardon, mais je ne suis pas du tout devin, donc je ne peux pas vous dire. Simplement, je partage absolument votre préoccupation. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une CGT qui, de toute façon, était prête à... Si vous voulez, le discours syndical est quand même très différent d'une centrale à l'autre. On a tous compris que la stratégie du gouvernement, c'était de se dire, on fracture le front syndical. Oui, et donc d'un côté, vous avez quand même la CGT qui continue de dire, nous, on veut le rejet, le retrait de la réforme des retraites. Et vous avez d'un autre côté les syndicats qui hier ont quitté le soutien CFDT, CFTC. au gouvernement, et UNSA. Et UNSA aussi. UNSA qui sont puissants à la SNCF, hein, ils sont numéro 2 à la SNCF. Et à la RATP. Et donc qui, eux, continuent de dire qu'ils sont favorables à cette réforme systémique, à ce passage à une retraite universelle, mais qui ne veulent pas de l'âge pivot. Bon, mais en gros, donc, il y a un début de marche arrière aujourd'hui, quand on écoute les deux ministres de droite du gouvernement, et on se dit qu'in fine, ça sera encore une fois Emmanuel Macron qui devra débrancher, entre guillemets, débrancher Philippe sur... La question, c'est jusqu'où va aller le débranchage? C'est une des questions qui se posent aujourd'hui. Oui, sauf que la sortie d'hier du Premier ministre a été acceptée et validée par Emmanuel Macron la veille, au soir, sous les ordres de la République à l'Élysée, j'imagine. Donc c'est pas, ça revient à se déjuger lui-même. Hein. C'est pas, Emmanuel Macron n'a jamais dit, jamais, je pense, enfin je vous mets au défi de retrouver où que ce soit, le fait qu'Emmanuel Macron ait dit qu'il fallait être à l'équilibre au moment du passage à la retraite par points et au régime universel. Il ne l'a jamais dit. Il a dit que c'était souhaitable et que c'était préférable. Il a dit s'il y a 8 ou 10 milliards d'euros de déficit, je me rappelle dans un débat, à Rodez peut-être. Oui, à Rodez, absolument. Il a dit il faudra travailler plus longtemps. Non, il l'a dit. Il a dit il faudra travailler plus longtemps. Il n'a jamais validé l'idée d'un âge d'équilibre ou d'un âge pivot. Qui revient à travailler plus longtemps, on dit la même chose là. Oui, Sophie. mais simplement c'est pour ça que je pense, enfin moi je suis
sidérée. Ah oui, ça se voit sur votre visage. Là, Sidérée, vraiment, pardon, qu'Édouard Philippe ait pris le risque de prononcer encore une fois ce nombre maudit. Pourquoi? Vous le savez très bien, l'âge effectif du départ en retraite, 63 ans et demi dans le privé. voilà, et il augmente un peu chaque Donc année. on y est. Donc quel besoin de l'afficher comme ça? Ben, je ne peux pas le dire mieux que vous. Ouais. Donc le point de sortie, c'est... Le point de sortie, enfin, s'il y a une issue, elle est quelque part entre ce qu'a dit Laurent Berger ce matin sur BFM TV, dont il était l'invité, ce qu'on Et dit. il disait quoi? Il a dit la ligne rouge à franchir, enfin, c'est ce qu'il a dit hier, non? Oui, Qu'est-ce mais qu'il a enfin, dit il est ce plus, matin? ben, il est plus accommodant. Enfin, c'est-à-dire qu'il dit une ligne rouge est franchie, mais en gros, ce qu'il dit, Laurent Berger, c'est moi, je ne veux pas qu'on me dise. Imaginez, dit-il à Jean-Jacques Bourdin, qui l'interviewait, imaginez que on vous dise, ben voilà, vos patrons vous disent, ben voilà, vous allez faire une interview ce matin, et voilà toutes les questions que vous allez poser, et puis éventuellement les réponses que vous allez exiger. Ouais. Vous Là, il voudriez parle pas. d'autre chose. Là, il parle en fait de la cogestion de ce nouveau système Oui, entre les partenaires mais sociaux. en gros, Il ne parle non, pas bien sûr que des si, 64 ans. c'est le même, ben c'est la même chose, puisque en gros, Édouard Philippe dit soit vous acceptez les 64 ans, j'y vais à Ouais. la hache, hein, mais en gros, le nouvel organisme paritaire qui sera Ouais. chargé de gérer Cette caisse. cette transition aussi doit trouver les moyens qu'on ait un âge d'équilibre, un âge pivot à 64 ans. Donc Et la ce balle que est dans dit le Laurent camp. Berger, Ouais. ce que dit Laurent Berger, pardonnez-moi, il dit moi je veux pas qu'on me dise ben voilà, on met la balle dans le camp des partenaires sociaux Patate chaude. en nous disant à l'avance quel est le résultat auquel on doit Comme parvenir. sur l'assurance chômage. Voilà. Et il a dit textuellement, vous voyez, vous lisez dans son esprit, car il a dit textuellement ce matin, on s'est fait avoir une fois avec l'assurance chômage, on ne se fera pas avoir deux fois. Pour en terminer, Porte de sortie, ouais. la porte de sortie, je ne vois pas comment il y a une porte de sortie. Donc il faudra reculer. Le gouvernement devra reculer. Ou aménager, ou enfin, Ouais. on n'emploie Joue pas sur de les mots, gros hein. mots. Ouais. Mais Pas les mots qui fâchent. voilà, c'est ça, plus de mots qui fâchent, on approche des fêtes et tout ça. Mais sincèrement, Donc tout se joue entre Emmanuel Macron et Laurent Berger au final. moi je dirais ça. Hein? Ouais, je dirais ça. Je dirais qu'aujourd'hui, et puis l'accompagnement de tous ces ministres, entre guillemets, de droite, qui viennent de la droite, on le voit bien. Darmanin avait, la semaine Ah ouais. dernière, dit il ne faut pas être bêtement budgétaire. Ah ouais. Il est Eh, ministre, eh. il est ministre du budget. Mais c'est pour ça que la sortie d'Edouard Philippe me surprend après Mais tout bien ce qui a sûr. été Mais préparé je ne en suis pas sûre amont. qu'elle ait pas. Enfin, moi, je pense qu'elle a surpris beaucoup de monde. Et pas seulement. Pas de trêve pour Noël, a dit la téléspectateurs. CGT, je vous l'ai déjà dit, hein, je le répète, Oui. pas de trêve Ouais. pour Noël. Oui, bien sûr. Donc tout va se jouer avant vendredi prochain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Et si jamais la grève durait plus longtemps, si la grève durait plus longtemps, On voit les images là quand même moi de je ce qui pense, se passe. Hein. bien sûr, c'est assez. Enfin, je vois bien Et donc que si alors si. beaucoup de gens sont dans des difficultés bien plus terribles que vous et Ouais. moi qui venons travailler, donc il faut bien être conscient de ça. Moi, je pense que Emmanuel Macron ne peut pas reculer à 100%. Je pense que c'est impossible. Donc, Et donc, je ne suis pas devin, mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir une grève longue. bon, on en reparlera. À lire en tout cas, Les Fauchetons, Sophie Coignard, dans le secret des conseils d'administration, c'est chez Fayard. Sophie Coignard, invitée à la grande interview en direct sur Boursorama. Revenez nous voir de temps en temps. Avec ou Avec sans grand livre. plaisir. Merci de bientôt. votre Au invitation. revoir.